Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission C'est son tabou. Ça y est. Le compte à rebours a commencé et les regards sont aujourd'hui rivés du côté de la Cour constitutionnelle qui devrait jusqu'au 23 septembre prochain donner donc le verdict que toute la nation gabonaise mais également la communauté internationale attend. Cela dit donc, alors que les yeux sont rivés, comme je le disais, du côté de cette institution, eh bien, des échanges verbaux très virulents d'ailleurs, sont enregistrés entre les deux camps. Pour ce soir, donc, la bataille verbale se poursuit. C'est donc le thème de ce soir. Et pour en parler, nous avons deux invités. À ma gauche, nous avons Pascal Nkoulou, qui est président du Bloc démocratique populaire. Et à ma droite, Télésphore Obam Ngomo, directeur de publication du journal Le Verbe de Ngomo. Voilà ainsi présentés nos deux invités. Messieurs, bonsoir et encore merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission C'est sans tabou. Merci, Madame Patricia. Merci. Alors, je le disais, la bataille verbale se poursuit. C'est donc le thème de cette émission. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est déjà dire cette attente justement du côté de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'elle est longue selon vous? Bon, mais il faut dire que la Cour constitutionnelle a un délai légal de 15 jours dès sa saisine par l'une des parties requérantes. Ce délai de 15 jours, elle peut se prononcer avant, naturellement, tout comme elle peut aller au terme donc, des 15 jours que lui accorde la Constitution. Est-ce qu'elle met du temps à se prononcer? Il faut tenir compte du caractère particulier de l'examen auquel elle est amenée à opérer au regard donc de la demande qui a été formulée de façon tout à fait un peu exagérée, parce qu'il faut dire en passant que c'est dans l'ordre des choses que la Cour constitutionnelle examine bureau de vote par bureau de vote. Mais je voudrais donner une précision en disant que non seulement elle fait un examen de bureau de vote par bureau de vote, mais elle ne le fait pas comme l'aurait examiné la CENAP, c'est-à-dire en tenant compte que des procès-verbaux. Elle prend en compte et le procès-verbal de chaque bureau de vote et la liste d'émargement et la feuille de dépouillement. C'est pour que tous ces trois éléments de référence puissent concorder au fin de valider l'élection dans ce bureau de vote-là. Donc, vous savez, sur 2580 bureaux de vote, il ne faut pas courir, sauf d'autant plus que déjà, à l'annonce faite par la CENAP, l'écart entre les deux candidats n'était que d'à peine 5000 voix. Donc, un décompte minutieux pourrait certainement permettre soit de réajuster dans le sens où un des candidats pourrait voir son pourcentage être revu à la hausse, tout comme pourrait être revu à la baisse. Mais ceci, au regard du climat politique un peu explosif, comme vous l'avez annoncé, il vaut mieux prendre le temps de donner des éléments de réponse qui sera même de satisfaire les deux parties. Alors, Télésphore Obam Ngomo, est-ce que vous pensez que ça crée une certaine psychose dans la ville ou parmi les Gabonais? Alors, merci d'abord pour votre invitation. Je crois qu'il faut prendre le temps de pouvoir expliquer encore et expliquer toujours qu'il vaut mieux faire les choses dans les normes, la légalité, comme on l'a commencé d'ailleurs, et comme on l'a exigé. Et ensuite, il faut évidemment bien les faire. Bien les faire voudrait dire quoi? C'est-à-dire vouloir prendre les différents documents à étudier, les étudier minutieusement pour que rien ne puisse poser problème après. Parce que, comme vous devez certainement le savoir, les décisions de la Cour ne font l'objet d'aucun recours. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que laisser aux juges constitutionnels le temps de bien faire leur travail et de faire comprendre aux citoyens gabonais qu'il y a des délais constitutionnels qui existent. Et tant qu'on est dans le cadre de ces délais constitutionnels, ça ne devrait pas créer de psychose. Bien au contraire, cela devrait rassurer les gens en se disant que les 9 juges constitutionnels, qui sont des magistrats de bonne facture, feront correctement leur travail. Et pour ce faire, ils ne doivent avoir ni pression, ni menace. Bien au contraire, on devrait porter leur travail par un esprit patriotique. Alors, selon vous, messieurs, est-ce que vous pensez justement que cette attente au niveau des deux camps, justement, est-ce qu'il y a une certaine sérénité au niveau des deux camps en attendant justement les résultats? Par principe, on ne peut pas engager une démarche juridique sans penser que ceux
auxquels on s'adresse seront à même de procéder à un examen consensueux, d'abord de votre requête, mais en plus de l'objet de la requête elle-même. Donc, je crois, à mon humble avis, que ceux qui ont saisi la Cour au fin donc de porter leur demande sont confiants en ce que cette haute juridiction, qui jusqu'à présent n'a jamais failli, parce que, quoi que l'on dise, il faut tout de même reconnaître que depuis 2009, la Cour constitutionnelle est au centre d'abord de la situation générale d'apaisement, parce que vous avez vu ce qui s'est passé lors du décès du président Omar Bongo Ondimba. Chacun essayait d'interpréter à sa façon la compréhension qu'ils avaient de la situation. Il a fallu toute la maîtrise à la fois des membres de la Cour, mais également de celles qui avaient été amenées sur l'intérim pour qu'on ait une transition négociée qui a permis d'avoir un processus électoral qui, in fine, a donné les résultats qui ont été acceptés par l'ensemble des candidats. Aujourd'hui, on est presque dans un chemin identique où il y a une forte revendication par rapport à des résultats électoraux que certains, pour des raisons qui sont les leurs, pensent qu'il y a eu un certain nombre d'actes qui ne permettent pas de considérer la sincérité de ces résultats. Donc aujourd'hui, le travail de la Cour, ce n'est pas simplement un travail de décompte mécanique, mais c'est également un travail d'enquête, d'inspection, mais également d'audition, parce que c'est important. On a souvent tendance à croire que la Cour se contente de lire les procès-verbaux, les feuilles d'émargement et le feuille de dépouillement, et puis elle fait un rapport. Non, il y a un travail d'audition préalable, c'est-à-dire si votre bureau de vote, enfin, je dis c'est un bureau de vote qui se trouve dans une zone bien précise du territoire, fait l'objet de difficultés d'appréciation, ben, les membres de la Cour décideront de ce que les personnes qui sont en charge de ces bureaux de vote ou le préfet de la localité, en tout cas, soient entendus par la Cour pour que les éléments des réponses qu'elle apporte aux parties requérantes soient des éléments de réponse qui s'appuient sur des faits, premièrement, mais également sur des éléments de référence du droit. Parce qu'à chaque acte civil ou citoyen que l'on pose, il y a une réponse juridique qui correspond à cet acte-là. Et je crois que c'est un peu à cela que la Cour s'attelle, en respectant le droit, mais également en apportant auprès des deux parties une sorte de sérénité pour que les uns les autres, surtout les citoyens, ne se livrent pas à des commentaires qui, au lieu d'amener l'apaisement, pourraient être de nature à élargir la fracture telle qu'on l'a vu au soir de la proclamation provisoire par la CENAP. Alors, Télésphore Obamou Ngomo, dans les propos de M. Nkoulou tout à l'heure, il évoquait notamment le point assez important des revendications. Chaque camp tire la couverture de son côté à ce niveau. Alors, on peut comprendre la situation de panique qui traverse un des camps, sinon l'inquiétude qui traverse un autre camp, notamment celui de la majorité, inquiétude beaucoup plus liée à la stabilité du pays, quand d'autres sont beaucoup plus focalisés sur une revendication pour peu illégitime. Alors, pour cela, on ne peut pas faire l'économie de la situation de désastre et encore de violence qui a peiné et agressé notre pays et ses populations. On a envie de dire, autant de violence, pourquoi? C'est pour venir finir après, à la Cour constitutionnelle, un endroit pacifique, un endroit légal, un endroit constitutionnel. Cela montre bien que la sérénité n'appartient pas au camp de ceux qui gèrent la violence, donc notamment au camp de M. Ping. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une surprise quelque peu de certains citoyens, de voir avec autant de maîtrise le côté du pouvoir qui n'a pas appelé à la violence, qui a tout fait pour que les services de maintien de l'ordre fassent au mieux leur travail pour qu'on ait le moins de dégâts possible en termes de violence physique et autres. C'est l'occasion pour moi peut-être de saluer quand même la bravoure de nos hommes de sécurité et de défense. Nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons précisément là-dessus, je l'espère bien, parce qu'ils le méritent. Quelquefois, ils sont oubliés, mais il faut parfois penser à eux. Et ceci dit, la sérénité n'est pas forcément du camp de ceux qui agressent, ceux qui ont des propos verbaux un peu acerbes, sinon trop amers.
Tandis que du côté du pouvoir, je lis une certaine sérénité et surtout une certaine volonté à maintenir la paix dans le pays. Parce que je pense que c'est quand même ça aujourd'hui une priorité au regard de l'agression grave qui a été portée à notre pays et à ses populations durant les derniers jours qui sont écoulés. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, la bataille verbale se poursuit. Je vous invite, messieurs, à repartir quelque peu en arrière, notamment durant cette campagne électorale. Et je vous invite à suivre des extraits de deux porte-paroles. Il s'agit de René Desmaisons-Obiang de l'opposition et Alain-Claude Bilibindé, porte-parole du côté du candidat Ali Bongo Ondimba. La CENAP, c'est une sorte de jury. Et les candidats à la présidentielle sont comme ceux qui viennent se présenter devant un jury. Jean-Ping est allé déposer son dossier de candidature. Le professeur John Nambo était là. Il y avait quelques personnes, nous n'étions pas plus de 8. Vous avez vu sur Live Africa les images de ce dépôt de candidature. Nous sommes allés en très petit nombre. Pourquoi? Nous sommes allés en très petit nombre parce que nous respectons la loi. Actuellement, la question est au nez de la CENAP. Ce que nous attendons, c'est que la CENAP et la Cour constitutionnelle disent le droit. Pour l'instant, nous en sommes là. Malgré les supputations qu'on peut avoir, nous préférons dire à M. Abouela, nous préférons dire à Mme Marie-Madeleine Moranto que vous êtes des Gabonais comme nous et que nous attendons de voir comment vous allez dire le droit. La balle est dans leur camp. Mais en attendant, donnons-leur le bénéfice du doute. N'allons pas faire des sittings devant leur bureau. Maintenant, il faut travailler sur un point. Il faut sécuriser les élections. Sécuriser les élections, ça veut dire qu'il faut être présent sur les lieux du vote. Il faut être présent autour des bureaux de vote. Il faut avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Et en campagne électorale, il est bon de pouvoir répondre aux attaques des adversaires. Et aujourd'hui, face à la supercherie de l'opposition, face à la volonté d'appeler à la violence, face à la volonté d'appeler quasiment à la guerre civile, Ali Bongo se présente comme le candidat du rassemblement, le candidat de la paix, le candidat de l'unité, et il réagit, il répond. L'opposition s'est réunie. Et M. Marc Onaï Sangui, qui est un acteur principal de cette opposition, nous a dit sur un plateau de télévision que c'était un partage de gâteau. Ali Bongo, candidat, rappelle aux uns aux autres que le pays n'est pas un gâteau à se partager entre les gens d'en haut, qu'il s'agit de développer le pays. Donc voilà, c'est ça la campagne. Il répond en déclinant l'égalité des chances, mais en même temps, l'opposition l'attaque, il réagit et donne des éléments de langage à ses militants, à ses partisans. Alors, messieurs, nous venons de suivre ensemble justement ces deux interventions, celle de M. René Desmaisons-Obiang et de M. Alain-Claude Bilibindé. Alors, peut-être quelques commentaires, notamment sur les propos avancés par l'un et l'autre. Alors, je suis un peu stupéfait, sinon un peu surpris par les propos tenus par Jean-Ping, qui a fait une conférence de presse où il menaçait quasiment la Cour constitutionnelle. Quand dans le même temps, M. Ndemezor, qui était le directeur de campagne de Jean-Ping, venait dire que le fait que M. Ali Bongo aille déposer son dossier à la CENAP avec une foule immense, c'était comme si on faisait une pression à la CENAP. Juste un rappel, ce sont des propos qui ont intervenu au cours de la campagne, justement la campagne électorale. Tout à fait, juste mais en arrière. Je pense que quand on regarde une situation, il faut toujours se dire le principe demeure, c'est la forme qui peut changer, qui peut diverger. Alors là, on est sur une forme différente, mais le principe devrait demeurer. Si pourquoi quelqu'un va déposer son dossier à la CENAP avec une multitude de personnes serait une mauvaise chose, serait comme une pression qu'on mettrait à la CENAP pour l'analyse des dossiers, mais pourquoi alors le contentieux, surtout au main de la Cour constitutionnelle, et là on a comme l'impression que la conférence de presse tenue par Jean-Ping mettrait une pression sur la Cour constitutionnelle. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence, sinon un deux poids deux mesures. Bon, de toute façon, vous savez, on commence un peu de plus en plus à être habitué avec l'opposition, avec ses positions.
quelquefois situationnistes ou bien opportunistes. Et c'est un peu regrettable parce que c'est quand même des personnes qui ont servi notre pays. C'est quand même des personnes qui sont connues à l'extérieur de notre pays. On n'a pas envie qu'on puisse donner l'image qu'au Gabon, il n'y a pas des personnes cohérentes, structurées, surtout fidèles à leurs propres principes qui posent. Bon, par rapport à la réponse à Alain-Claude Bilibinze, moi j'ai envie de dire, bon, c'est la réponse du candidat qui appelait à la stabilité du pays, à la paix. Donc, il reste fidèle à cette ligne-là, et c'est ce qu'on peut souligner par rapport à ça. Alors, René Desmézéro-Obian, M. Nkoulo, qui, dans son intervention, parle de lire le droit. Il est question que la Cour constitutionnelle, puisqu'aujourd'hui, les dossiers sont au niveau de la Cour constitutionnelle, il est question aujourd'hui que cette structure lise le droit. Ouais, mais il faudrait tout de même que les uns et les autres s'accordent sur un principe simple. Le droit, ce n'est pas comme le tiroir, excusez-moi, à dentelle où les femmes rangent leurs bas, où le soir, elles tirent le tiroir et puis regardent la couleur et la hauteur des bas qu'elles souhaitent mettre. Et puis le lendemain, elles changent. Non, le droit est impartial, juste et rigoureux pour tout le monde. C'est-à-dire que de la même façon qu'on traiterait une question qui traite de la situation en rapport avec M. Nkoulo, c'est de la même façon qu'on traiterait avec tout le monde. C'est cela le droit. Le droit, ce n'est pas quand une situation nous arrange qu'on considère que le droit est lu. Et lorsque nous sommes sous le coup justement de la loi, on considère que le droit n'a pas été lu parce que c'est nous qui payons, comme on dit, la loi est dure, c'est la loi. Mais pour revenir à votre question, je pense que M. Télésphore Bamgoum a parfaitement resitué le cadre. C'est-à-dire que depuis un peu plus de 4 ans, si ce n'est depuis l'entrée, pour revenir à l'entrée de M. Jean-Ping, dans le champ politique de manière directe, on a constaté que de façon régulière, de façon volontaire, il n'a de cesse que de créer des situations de défiance vis-à-vis de l'autorité. Ça a été comme cela tout au long de la campagne électorale, où un certain nombre d'actes ont été posés dans le seul but de faire en sorte qu'il y ait des affrontements entre des agents de force de l'ordre et les partisans qui étaient derrière ces différents leaders politiques. Et aujourd'hui, alors que le processus, en termes de processus de validation des résultats électoraux, n'est pas encore à son terme, on a vu toutes les positions rigides qu'il a adoptées. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui que des personnes qui ont une longue expérience de la vie politique de notre pays, qui ont une longue expérience du cadre électoral dans notre pays, ne puissent pas savoir que les résultats donnés par la CENAP ne sont que provisoires, au point où on a vu ce déferlement de violence alors que rien n'était dans le fond encore considéré comme étant acquis, ni pour celui qui a été déclaré comme étant en tête de ces résultats électoraux, ni pour celui qui est en seconde position. Je pense que cet élément que vous venez de projeter nous permet simplement de nous resituer dans ce qu'a été cette campagne au Gabon, où d'un côté, une volonté de créer une situation d'instabilité, d'ailleurs ça a été cela, la posture de départ, créer l'instabilité, on est venu pour destituer. Il ne s'est pas agi d'avoir un discours politique cohérent visant à séduire par une offre politique intéressante l'électorat. C'est agi de créer des conditions de rupture et de fracture de la société gabonaise. Il y a eu tout ce qui a été dit en termes de mots difficiles, en termes de références que personne n'aimerait entendre, mais bon, il y a eu ça tout au long de la campagne. Et puis effectivement, en face, il y avait Ali Bongo Nimba qui adoptait l'épaisseur de l'homme d'État, qui a adopté l'épaisseur du chef, qui a parfois aussi adopté l'épaisseur du citoyen, comprenant que l'objectif n'était pas tant pour ses adversaires d'arriver à une campagne électorale, je dirais citoyenne, mais de faire en sorte qu'il y ait une situation de clash. Et l'ensemble des actes qu'ils ont posés le prouvent effectivement. La preuve, c'est que pour ceux qui ont la prétention de parler de démocratie, de parler de république, les symboles les plus forts qui ont été visés au cours des événements intervenus au soir du 27, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les... On reviendra là-dessus, M. Nkoulo. Je veux dire que ce n'est que leur suite en termes de développement
qui ne fait que se concrétiser. Alors justement, vous parlez de clash tout à l'heure. Il faut quand même dire, messieurs, qu'il y a cette bataille de déclarations assez virulente entre les deux camps, des déclarations, des attaques entre les deux camps. Alors, il faut tout de suite comprendre que les stratégies de conquête du pouvoir ne sont pas les mêmes. D'entrée de jeu, on a effectivement, dans le camp de la majorité, une volonté de conserver le pouvoir, quand d'un autre côté, on a l'opposition qui veut accéder au pouvoir. Alors, pour accéder au pouvoir, certains ont misé sur quoi? Un, le pouvoir semble avoir misé sur une réélection à travers la proposition, sinon l'enregistrement de son offre politique, via un projet de société vérifiable et consultable par tous. Quand de l'autre côté, au niveau de l'opposition, on avait vraiment une invective permanente, c'est-à-dire le dénigrement de la personne, des attaques ad hominem, était quasiment la tasse de thé. Sinon, parmi ce dénigrement, justement, vous pensez que là-bas, de l'autre côté de l'opposition, il n'y avait pas un projet de société? Alors, un projet de société, il est pertinent lorsqu'il est chiffré. Lorsqu'il est chiffré. Lorsqu'il concerne l'individu directement. Alors qu'on a bien vu que le projet... Dites-moi, on va reposer la question autrement. Lorsqu'on a l'assemblage de 3 candidats qui, en l'espace de jadis, qui se tiraient à boulet rouge avant l'élection, c'est-à-dire 2-3 semaines avant l'élection, décident après de se réunir. Qu'est-ce qui réunit finalement ces personnes-là? Est-ce la simple volonté de dégager Ali Bongo au niveau du pouvoir ou est-ce la volonté de servir la population gabonaise à travers un projet? Est-ce que M. Nzouba, M. Oyemba, M. Ping et M. Ngoulakia se sont assis pour penser un projet, pour tomber d'accord sur un projet commun, puisque, certes, les grandes lignes de leur projet pouvaient se retrouver, mais l'esprit même du projet n'était pas le même. Vous avez vu, on a eu comme une sorte d'arrangement entre les candidats, juste parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils vont diviser, ils n'auront pas la présidentielle. Une stratégie aussi. Oui, mais sur quel projet finalement? Une stratégie, d'accord, on est d'accord sur la forme, mais sur quelle base? Sur la base d'un projet qu'on s'associe. On est d'accord sur tel point, on avance ensemble. Et non pas sur une simple volonté de pouvoir détruire ou encore dégager une personne. Qui paye les frais au final? Ce n'est pas tant Ali Bongo, il en paye peut-être pour son image qui a été écornée pendant très longtemps, mais la population paye le lourd tribut parce que comment va-t-elle se reconnaître dans une situation, dans un projet où, un, elle n'a pas été associée, deux, on a un ensemble d'accords où finalement la base n'a pas été consultée. Pour être investi, candidat de son parti Union nationale, Kasbi Uremba a sollicité un congrès. Guy Badama a eu également plus ou moins la même architecture pour être investi. Léon-Paul Ngoulakia a présenté sa candidature parce qu'il était indépendant, etc. Alors, quand ils ont décidé de s'associer ensemble, est-ce qu'ils ont fait à nouveau un congrès? Est-ce qu'ils ont consulté la base? Quelle est la légitimité de cette alliance qui s'est faite sans la base? Mais justement, mieux encore, sur quel projet ils se sont accordés pour développer le Gabon? Finalement, ils se sont accordés sur un partage du gâteau, partage du pouvoir, mais non pas sur la base d'un projet. Et c'est un peu regrettable. Derrière cela, par quoi est habillée toute l'artillerie qui a pouvoir servir à meubler, pour justifier cet assemblage un peu d'anciens pédégistes? C'était dénigrement de la personne, attaque ad hominem, refus total des idées, de plancher sur des idées. On parlait beaucoup plus de l'homme. C'est plus facile de parler des hommes. Oui, mais le président Miboto, justement, au cours de ce ralliement, lorsqu'il a présenté ce ralliement au public, en fait, aux militants, justement, de leur parti, il a évoqué un point selon lequel c'est après mûre réflexion qu'ils ont décidé, justement, de se rallier. Il l'a quand même évoqué. La base est-elle souveraine ou pas? Bien sûr. Si la base est souveraine, est-ce que ce sont les accords entre dirigeants qui priment? Si tant est que ce sont les accords entre dirigeants consultation, justement, des militants. Lesquels militants? C'est un congrès. De l'opposition aussi. Il y a une manière claire de marcher dans un parti politique. L'organe suprême, c'est le congrès. Et c'est un congrès qui décide.
pour venir modifier la décision d'un congrès, il faut encore organiser un autre congrès. Ce n'est pas des arrangements entre. Si tant est que ce sont les arrangements entre dirigeants qui priment sur un congrès, dans ces cas-là, à quoi sert alors de faire le congrès? Les dirigeants du parti peuvent tout simplement s'accorder entre eux ce nombre d'éléments, et puis ils informent la base, terminé. Dans ce cas-là, qu'on ne dise pas que la base décide. Bon, tout compte fait, au regard de ce qu'on voit, on peut bien constater que certains n'ont d'existence et n'auront d'existence que si et seulement si la violence prime. Ça arrange leurs petites affaires. Tant qu'il y aura de la violence, tant que le Gabon sombrera dans le chaos, tant qu'il y aura des morts, tant qu'il y aura des casses, tant qu'il y aura des pilleries, mieux peut-être aussi, puis non pire, disons-le, des viols et autres toutes formes d'agression, ça arrangera toujours l'opposition. Parce que je crois que la volonté qu'on ne dit pas, c'est de vouloir mettre le Gabon sous tutelle et mieux encore, faire braquer les yeux de la communauté internationale sur le Gabon. C'est ça la volonté qui est nourrie et qui est enrichie par les actes, les propos des membres de l'opposition. Alors vous pensez, M. Nkoulou, que cette opposition pousse aujourd'hui ces militants à opérer de la violence sur le terrain? Je ne dirais pas que l'opposition entraîne ou cherche à faire en sorte que les militants commettent des actes de violence, mais nous notons tous qu'aucun leader politique de l'opposition ne les a condamnés. Aucun leader politique de l'opposition n'a regretté les différents dérapages. Aucun leader politique de l'opposition n'a fait œuvre utile. Non, pas l'opposition, parce qu'il y a eu comme une intention. Oui, mais je ne vais pas condamner. Vous me posez quelle opposition? Oui, je précise en ce qui concerne ceux qui aujourd'hui ont l'actif de cette opposition. Et c'est ce que je regrette, parce que dans l'opposition, il y a des personnes hautement responsables et je pense qu'elles n'auraient pas accepté que les choses connaissent une telle approche. Mais n'empêche que nous notons tous que de plus en plus, en écoutant le candidat malheureux pour l'instant à cette élection présidentielle, qui effectivement adopte une posture de chef de guerre, parce que lorsque vous écoutez un homme politique qui se veut être un homme d'État dire si la Cour constitutionnelle ne lit pas le droit, elle va assumer une situation d'instabilité durable. Ça voudrait dire que le prétexte de l'élection présidentielle, c'est juste pour arriver à cette situation de chaos. Et je crois que c'est peut-être à l'endroit des citoyens qu'il faut lancer un appel pour leur dire ils ont un choix à faire entre regarder le pays sombrer un peu comme on l'a connu et regretter, ne serait-ce qu'au bout de 3 petites journées. Qu'en sera-t-il si cette situation venait à se prolonger? C'est à eux de faire un choix. C'est à eux de descendre dans la rue pour dire nous ne voulons pas de cette situation dans notre pays. Nous sommes une république. Les institutions qui sont à charge des élections ont fait un travail qui était un travail au moins jusqu'au niveau de la SNAP fait à parité. Il n'y a pas de raison que sans autres éléments scientifiques, on en soit à douter. Et c'est à ce niveau que je suis personnellement heurté. On en soit à douter du comportement électoral d'autres citoyens. Donc, ce comportement électoral ne plairait aux membres de l'opposition que quand ils ont les pourcentages les plus élevés, ils estimeraient que d'autres citoyens n'ont pas le droit d'exprimer leur préférence électorale en faveur d'un candidat. Et pour eux, c'est un élément de fraude. Donc, voilà des gens qui, vraiment en toute subjectivité, estiment que l'élection a été fraudée. Vraiment, c'est comme un ami disait, ils font de la fiction politique parce qu'ils n'ont aucun élément scientifique pour prouver que les voix ou le pourcentage obtenu dans telle localité n'obéit pas à la volonté des citoyens de participer à une élection que tout le monde considère comme étant l'élection majeure pour déterminer la vie de la nation. Donc, quand on a ce type de réflexion et ensuite que l'on tient ce genre de langage, bon, on a le droit effectivement de s'interroger sur la responsabilité des leaders de l'opposition par rapport à toute la situation que l'on a regrettée. Et je reste sur cette situation en disant que ça aurait été autre chose. Si j'avais vu, ne serait-ce que M. Jean-Ping, accompagné d'un certain nombre de ces personnes qui l'entourent, faire obstacle aux différentes actions initiées par ceux qui sont pour lui, au moins on aurait vu, bon, il a effectivement une posture d'homme d'État, mais là,
ils sont restés, comme je le disais au début de mon propos, dans leur cheminement qui consistait dans un premier temps à parler des destitutions, de transition et puis d'une élection, je ne sais pas avec qui compte l'organiser. Et après, vous avez vu tout ce qui a été dit. Il ne faut pas qu'Ali Bongo soit candidat. Il faut absolument empêcher qu'il soit candidat. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre vouloir empêcher que quelqu'un soit candidat et faire tout ce qui est possible pour empêcher qu'il soit président. C'est vraiment pour moi une logique la plus basique qui soit. Ils sont dans leur logique à eux et je considère que ce n'est pas la logique de la République. Donc, à mon niveau, je ne peux que la déplorer. Ce n'est pas la logique de la République, selon M. Nkoulour, chers téléspectateurs. Je rappelle que cette émission, c'est Sans Tabou. Les invités sont responsables de leurs propos et le thème de ce soir, la bataille verbale, se poursuit. Nous avons pour invité M. Nkoulour Pascal et M. Obamgomo Télésphore. Alors, messieurs, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, selon le camp Jean Ping, je cite, « Nous savons que nous avons gagné ». C'est le camp de Jean Ping qui clame ainsi. Et de l'autre côté, le camp, notamment celui d'Ali Bongo Ondimba, dit avoir remporté la victoire. D'entre les deux camps, qui croire aujourd'hui avec justement ces déclarations verbales de part et d'autre? Alors, moi je dis, il faut laisser les institutions républicaines dire qui a gagné et qui a perdu. La CENAP a déclaré de manière provisoire, du moins le ministère en charge de l'Intérieur, sur avis de la CENAP, a déclaré des résultats provisoires. Il revient à la Cour constitutionnelle, après avoir épluché le contentieux, de dire qui a définitivement gagné les élections. Nous avons vu en 2009 une situation où la CENAP avait fait une proposition, donné un avis à le ministère de l'Intérieur, où on avait vu Ali Bongo en première position, suivi d'André Borbam, suivi de Pierre Mamundou. Après avoir vidé le contentieux électoral, Borbam est passé en troisième position. Quand Pierre Mamundou est passé en deuxième position, Ali Bongo a maintenu la tête du peloton. Attendons patiemment que les institutions républicaines habilitées décident de qui a gagné, disent qui a gagné et qui n'a pas gagné sur la base d'éléments, on va dire, d'éléments de droit objectif, parce que ce sont des procès-verbaux qui viennent de toutes les provinces. Comme l'a dit M. Ndemezo tout à l'heure. Tout à fait. Bon, M. Ndemezo, en fait... Il est question de lire le droit. Oui, une question de lire, mais sauf que lorsqu'on entend bien les propos de Jean Ping, c'est « je gagne ou je gagne ». Mieux encore, dernièrement, avec évolution, c'est « je gagne ou c'est la guerre ». C'est ça le message envoyé à la Cour constitutionnelle. Si ce n'est pas moi qu'on déclare vainqueur, je mets le feu dans le pays. C'est ce que cela sous-entend, selon vous? Ça me paraît très évident. Sinon, pourquoi lancer de tels propos? Sinon, pourquoi avoir donc pourquoi M. Ndemezo vient à interpréter le fait que Ali Bongo soit venu avec 30 000 personnes célébrer le déposition de cette candidature, quand on sait quand même tout ce qui a été dit avant sur sa filiation, etc. Donc, quand M. Ndemezo estime que lorsqu'Ali Bongo vient avec 30 000 personnes pour déposer son dossier de candidature, c'est une forme de vouloir mettre la pression sur la CENAP. Bon, et lorsque son candidat, Jean Ping, fait une déclaration où il menace quasiment la Cour constitutionnelle, il appellerait ça comment? Est-ce que justement vous pensez qu'en menaçant cette Cour constitutionnelle, est-ce que c'est déjà là une certaine influence à l'endroit de cette Cour constitutionnelle? Mais il n'y a pas de pression à faire à qui que ce soit. Ces messieurs-là connaissent quand même, ils savent quand même comment fonctionnent les institutions. Ils les ont occupés de hautes responsabilités dans ce pays-là. Vous savez, quelquefois, je me dis, mais on comprenait donc pourquoi le pays va si mal finalement. Si on a été dirigé par des personnes qui se comportent comme ça, on comprend donc pourquoi ce pays-là va si mal. Vous savez, c'est avec beaucoup de regret qu'on note ce type de comportement. C'est avec beaucoup de regret parce qu'on ne peut pas avoir dirigé de hautes institutions, on ne peut pas avoir été médiateur dans le pays des autres, on ne peut pas avoir occupé des postes ministériels et être un élu de la République et se comporter ainsi et tenir de tels propos. Pourquoi l'opposition, depuis le début, à entendre parler aisément le langage, elle ne met pas du tout en avant l'hypothèse sur laquelle elle peut perdre l'élection?
quand également on note quand même du côté du pouvoir, certes, ils ne le disent pas, mais on note quand même une volonté de vouloir faire comprendre aux gens qu'il n'est pas exclu que je puisse faire des élections, mais avoir le langage qui se tient, c'est-à-dire le dire tel qu'on l'entend aujourd'hui là, c'est soit moi ou le chaos, soit moi ou le Gabon disparaît. Monsieur Nkolo, justement, si le recomptage des voix n'est pas effectif par la Cour constitutionnelle, les Gabonais prendront leur destin en main. Est-ce que vous pensez également que c'est des paroles qui sous-entendent la violence au niveau du Gabon? Moi, on ne va pas les interpréter autrement. Il y a d'autres propos avant cela. Il y a le fait qu'il y aura une situation durable d'instabilité. Justement, c'est pourquoi nous parlons de déclaration verbale entre les deux camps. De la situation durable d'instabilité, ce qui est intéressant, c'est que ces éléments, ces propos tenus par M. Jean-Ping ont été dits devant les médias. Et je souhaite vivement que ceux qui se font les chantres de M. Ping au travers des médias internationaux expliquent à la communauté internationale comment quelqu'un qui s'inscrit dans un processus démocratique peut déjà lui-même s'autoproclamer élu avant que le processus normal ne soit achevé, et ensuite qui intente un recours toujours dans le même état d'esprit, celui de faire en sorte que l'achèvement ou l'aboutissement de ce processus se termine, ou se solde par une situation de chaos pour le pays qu'il prétend aimer. Moi, je trouve ce genre de comportement paradoxal parce que ça ne se comprend pas. Moi, je ne peux pas, prenant le cas juste de ma petite famille, penser vouloir la mettre à l'abri de la peur et la pluie du besoin, et voilà que j'enflamme la maison dans laquelle nous habitons. C'est aux Gabonais de tirer les conclusions de ce type de comportement, parce que c'est exactement ce que nous avons vu à partir du 27 au 30 septembre, au 30 août dernier. Et nous risquons malheureusement, si les uns les autres se laissent aller à cet esprit, j'allais dire, d'infantilisation qui a souvent tendance à gagner quelques personnes pensant que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Ce qui est en train de se jouer, c'est d'une part, à la fois, la capacité des citoyens à affirmer pleinement leur citoyenneté, mais également, et c'est là où je m'adresse aux autorités publiques, c'est que si le président qui sera élu au soir, donc après le verdict justement de la Cour constitutionnelle, de la fin de l'examen du contentieux, il lui reviendra de faire en sorte que dorénavant on sente que nous sommes dans une république, nous sommes dans un État et qu'il y a des lois. Il faut sortir le plus vite possible de cette situation de laisser aller où chacun peut penser, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi sous le prétexte des actes politiques. On ne vient pas en politique commandé par une situation, sauf que là encore, on pourrait dire certaines choses à propos de cette attitude. On vient en politique parce qu'on a une passion pour son pays. On ne vient pas en politique parce qu'on voudrait qu'après le pays ressemble, ce n'est pas une expression, mais enfin, à une sorte d'Hiroshima. Après, bon, on vient en politique pour faire en sorte que avant de revenir, messieurs, s'il vous plaît, je vous invite à suivre deux reportages, notamment un reportage sur Jean Ping et l'autre sur Ali Bongo Ondimba. Et tout de suite, nous allons reprendre ces discussions. Oui, le président Jean Ping nous promet les écoles, la route, la santé. Nous votons Jean Ping. On ne reculera devant rien, ni la menace, ni l'intimidation, ni les tentatives d'assassinat, ni la corruption, devant rien. Nous devons aller jusqu'au bout pour libérer le pays. Le public réclame ardemment la candidature unique. L'extérieur réclame pour que nous soyons pris au sérieux une candidature unique alors que nous sommes 14 face à un dictateur. Ils pensent donc que cette candidature unique s'impose. Moi, je crois qu'ils ont raison. À l'image de son discours de campagne dans les 9 provinces du Gabon, consécutif à l'élection présidentielle du 27 août dernier, le président Ali Bongo Ondimba a réitéré sa vision pour le déroulement du scrutin électoral. J'ai voulu des élections démocratiques. J'ai voulu des élections transparentes. J'ai voulu un scrutin qui soit juste. Je ne suis pas rentré en fraude. Et je n'ai pas exercé ni déclenché la violence. Reconnaissant qu'aucun dialogue direct n'a été entamé avec Jean Ping, deuxième au scrutin électoral, Ali Bongo Ondimba a affirmé qu'il n'a jamais refusé de discuter. Ce qui atteste bien du climat qu'il y a autour de lui et du climat qu'il a créé lui-même par rapport à la campagne qui a été la sienne, une campagne violente, une campagne
campagne de mensonge, de dénigrement, et qui n'a donc pas fait honneur au pays. Donc, je ne m'inscris pas dans ce registre du tout. Maintenant, quant à vouloir discuter, moi, je n'ai jamais refusé de discuter. Le président gabonais a concédé que les résultats tels qu'ils ont été annoncés l'interpellent car un certain nombre de ses compatriotes n'ont pas voté pour lui, l'obligeant à tenir compte de ce fait et de gouverner en conséquence. À propos du recours déposé par Jean Ping devant la Cour constitutionnelle sur la province du Haut-Ogooué, le président gabonais s'est dit confiant, assurant que cela permettrait de faire la lumière sur toutes les opérations électorales. Alors, messieurs, ensemble, nous venons de suivre justement ces deux reportages, un axé sur Jean Ping, l'autre axé sur Ali Bongo Ondimba. Je résume en quelques mots les phrases de Jean Ping. Nous ne craindrons ni menace, ni intimidation, nous irons jusqu'au bout. Et entre-temps, Ali Bongo Ondimba, lui, dit ceci, je n'exerce pas la violence, je n'ai ni déclenché les violences dans mon pays, je prône la paix, selon Ali Bongo Ondimba. Peut-être une réaction par rapport à ces deux reportages? Bon, avant même de réagir sur ce reportage, il faut revenir sur un élément important par rapport au propos de Jean Ping sur sa conférence de presse, sa dernière conférence de presse, en disant si la Cour constitutionnelle ne lit pas le droit, le peuple prendra ses responsabilités. Quand on voit ce que ces partisans ont eu à faire... Le peuple prendra son destin en main. Oui, bon, c'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. Quand on voit les violences qui ont été orchestrées par les militants, et il faut bien préciser, parce que le peuple gabonais, c'est quand même 1 800 000 habitants. C'est ça le peuple gabonais. Après, les personnes qui votent, on compte à peu près 600 000 personnes qui votent. Maintenant, les partisans qui ont voté Jean Ping, on compte à peu près 200 000, voire un peu plus, à peu près 300 000 personnes qui ont dû voter pour lui. On ne va pas limiter le peuple gabonais à 300 000 personnes. Il faut bien qu'on restitue les choses. Ceci dit, au passage, ceux qui ont pris leur responsabilité sont lesquels? Leur destin en main, c'est lequel? Ceux qui sont allés brûler l'Assemblée nationale, casser notre centre de recherche, casser la CLAMGS, etc. Ceux qui ont pillé des commerces, ceux qui ont agressé de petits citoyens. Bon, quand on le dit très sincèrement et très sérieusement, le peuple prend la responsabilité, c'est-à-dire qu'on annonce encore certainement d'autres violences, d'autres casses, etc. Mais en quoi cette attitude-là est conforme avec le projet de société qu'eux, ils ont proposé? En quoi c'est conforme? Mettre le Gabon à l'abri de la peur, mettre le Gabon à l'abri du besoin. Pendant 3-4 jours, les Gabonais sont restés terrestres parce que personne ne voulait subir d'agression physique ou verbale. Pendant 3 jours, les Gabonais ont été amenés, après 3 jours, les Gabonais ont été amenés à faire des files d'attente pour avoir une baguette de pain. Sommes-nous à l'abri de la peur ou dans la peur? C'est des propos qui vont à l'encontre justement de son projet de société. Tout à fait. C'est pourquoi je dis que les gens ne sont pas allés aux élections avec un projet de société. Je pense que c'était une simple formalité qui a été présentée parce que ça paraissait un peu iconoclaste de ne pas aller à une élection avec un projet. C'est une forme, c'est une formalité qu'il a eu à remplir. Mais il ne pensait pas cela. Parce que quand on pense quelque chose, prenons l'exemple sur le passé. Mbobam, la Nouvelle Espérance, après avoir pris acte qu'il n'avait pas eu remporté l'élection présidentielle, il a continué dans son propos verbal, la Nouvelle Espérance, à donner ce sentiment d'espoir aux gens. Mais aujourd'hui, quand l'esprit qu'on développe n'est pas conforme avec l'esprit du projet tel qu'il était rédigé, on comprenait que c'était une mascarade. C'était une mascarade. Maintenant, pour revenir là-dessus, sur les propos qui viennent d'être donnés par vos équipes télévisées, il faut dire que d'un côté, on a le champ lexical de la paix, de la stabilité, d'un autre, on a le champ lexical de la force, de la violence et de l'agression. En permanence, c'est toujours ça. Cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer. Et pour expliquer cela, il faut partir aux origines des choses. Et je sortirai par là. Lorsque M. Jean Ping entre en politique dans notre pays, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a interdit mes enfants, on a demandé à mes enfants des exilés. On m'a empêché de faire des affaires, de travailler avec le Gabon. Bon, comme vous voulez m'emmerder, je veux vous emmerder, mais nous y sommes. Il ne faut pas aller chercher loin, nous y sommes. Il a donné son vrai projet de société, c'est emmerder les Gabonais, emmerder les gens. Et c'est ce qu'il est en train de faire à travers les actes de violence en permanence.
Dans son discours, il y a toujours de l'agressivité et de la violence en permanence. Mais c'est quand même surprenant pour quelqu'un qui a dirigé la Commission de l'Union africaine ou encore l'Assemblée des Nations Unies. C'est quand même surprenant. Mais bon, puisqu'au Gabon, semble-t-il, les opposants ont cette immunité où ils peuvent venir dire n'importe quoi, insulter, vilipender, mépriser, injurier, on ne doit rien faire. Ils ont une immunité, ils ont le droit de le faire. Non, vous savez, dans d'autres pays, parce que le Gabon ne vit pas en autarcie, il y a le sens de l'État, de la République. Il y a le sens de la patrie. Il y a surtout le sens du devoir et de la responsabilité. Et nous sommes loin de là. Et pour les Ali propos, Bongo, Ali Bongo oui. a certainement ses torts dans le septennat qui vient de s'écouler. Parce que beaucoup de Gabonais, un certain nombre de Gabonais, ne sont pas satisfaits. Il le reconnaît d'abord. Il le reconnaît. Beaucoup de Gabonais considèrent que les promesses ou les attentes étaient tellement fortes que le résultat attendu n'est peut-être pas à la portée de tous. Et je l'ai toujours dit, si on doit faire le bilan froid du septennat d'Ali Bongo, je dirais qu'il a péché à deux niveaux. Il a péché au niveau du casting, lui-même il avait dit, en parlant d'erreur du casting, et il a également péché au niveau de la méthode. Bien évidemment, si on fait un mauvais casting, on ne peut pas avoir une bonne méthode de travail. C'est à ce niveau-là que je reproche. Mais tout le reste qu'on vient de donner là comme élément, en voulant faire croire au monde entier qu'il n'a rien fait et que c'est un dictateur, etc. Mais allez-y un peu dans d'autres pays, mais ils le savent. Essayez de dire un mot déplacé ou écrire un mot déplacé contre un chef d'État, rien que dans notre sous-région, et on verra les résultats. Alors, M. Nkoulou, par rapport à ces deux reportages, est-ce qu'il y a à redire des éléments peut-être différents de ce qu'ont été avancés par M. Obama? Non, juste insister sur le fait que lorsqu'on veut être candidat à une élection présidentielle, on présente une offre politique alternative aux actes de gouvernance qui ont été ceux de la majorité qui gérait le pays. Et ensuite, on s'inscrit dans un cheminement progressif. Vous savez, dans un pays, l'accès au pouvoir est par moment aussi au niveau des, je dois dire, des cercles de décision intermédiaires, que sont les municipalités, mais également au niveau d'un certain nombre d'autres grandes instances comme l'Assemblée nationale. Or là, aujourd'hui, je ne sais pas, lorsqu'on regarde le processus qui est celui du candidat Jean Ping et de ceux qui ont fédéré avec lui pour soutenir sa candidature, on peut naturellement se poser la question de savoir vers où il va. Ce d'autant plus qu'on vient d'en discuter, son projet de société est malheureusement à l'opposé des actes qu'il est en train d'opposer. Et ensuite, les Gabonais aujourd'hui sont terrorisés par quelqu'un qui a dit qu'il veut mettre le Gabon à l'abri de la peur et du besoin. Or, un certain nombre d'actes ont été posés sous son instigation par beaucoup de personnes. Et ces personnes se retrouvent dans des conditions qu'elles n'auraient pas du tout souhaité être. Certaines ont été arrêtées par les forces de l'ordre, d'autres ont tiré avec des armes sur des agents de sécurité et de défense. Autant d'actes inciviques, autant d'actes qui démontrent et attestent de ce que l'élection présidentielle n'était qu'un prétexte pour que M. Jean Ping vienne assouver, comme il a dit, à l'entame de son entrée en politique, je crois, ses règlements de compte personnels. Autant d'actes d'incivisme, comme vous le dites, M. Nkoulou. Alors, je vais vous inviter, nous avons des correspondants ou encore des interventions par téléphone que nous allons pouvoir écouter. Et tout de suite, nous avons peut-être le premier appel par rapport à cette émission. Et désormais, sachez que c'est sans tabou. Vous pouvez dorénavant appeler pour poser des éventuelles questions, notamment concernant le thème. Et le thème de ce soir est justement la bataille verbale se poursuit. Alors tout de suite, si du côté de la technique, ils sont prêts, alors nous allons écouter la première question au bout du fil. Bonsoir, c'est M. Franck. J'aimerais savoir, qu'est-ce que M. Ping veut-il dire lorsqu'il dit que les Gabonais doivent prendre leur destin en main? Voilà, messieurs, c'est le premier appel. Si nous avons bien compris, comme dit cet auditeur, il ne s'est pas présenté, mais bref, je pense qu'il a dit ceci. Qu'est-ce qui explique justement quand on entend par les propos de Jean Ping, si rien n'est fait, le Gabonais ou encore les populations gabonaises devront prendre leur destin en main.
Donc, ce téléspectateur voudrait comprendre le sens donné aux propos de Jean Ping à travers justement ces propos. Non, ce qu'on peut dire par rapport à cette question pertinente d'ailleurs, on y a plus ou moins évoqué cet aspect, c'est-à-dire M. Ping ne donne pas le choix aux institutions de la République que de faire de lui le prochain président de la République de notre pays. C'est ce que ça veut dire. Ils vont prendre leur destin en main de quelle manière? Il faut qu'on nous dise par le chaos, parce qu'on a déjà vu, on a assisté à des scènes de violence. L'Assemblée nationale a été brûlée. La RTG de Gabon Télévision a failli être cassée. Que faisaient deux caterpillars, un devant l'Assemblée nationale, l'autre devant la maison de la télévision, après la proclamation des résultats? On a l'Union et Sogapresse qui ont été incendiés par des professionnels, il faut bien le préciser à chaque fois. Parce que ce n'est pas des petits... mais d'autres médias également ont été incendiés, RTN, TV+. Oui, ils ont été incendiés, on peut le souligner et on le regrette d'ailleurs. On le regrette également parce que toute forme de violence est à condamner. Toute forme de violence, et d'où qu'elle vienne, toutes les violences sont à condamner. Quand Jean Ping dit « le peuple gabonais prendra son destin en main », il ne parle pas, il dit « lui, il prendra ses responsabilités en mettant le feu et le pays à feu et à sang ». C'est ce que ça veut dire parce qu'on a déjà assisté aux premières violences. Qu'il n'a pas condamné et qu'il a estimé que c'était des violences légitimes, quand les gens ont perdu leur vie d'ailleurs. Nous allons écouter s'il y a un deuxième téléspectateur au bout du fil. Bonsoir, je me prénomme Lionel. J'aimerais savoir pourquoi Ali Bongo et Jean Ping ne puissent pas s'asseoir pour trouver un consensus ensemble. Voilà. Vous avez entendu cette question. Pourquoi n'est-il pas possible pour messieurs Jean Ping et Ali Bongo Ondimba de s'asseoir ensemble et trouver justement un compromis, selon ce téléspectateur qui vient d'appeler? Je crois que pour l'instant, sauf à vouloir faire une entorse à la loi, M. Ali Bongo Ondimba l'a dit, il n'y a pas de raison qu'il s'oppose au dialogue. Nous sommes dans une république. Je crois que la fonction naturelle du chef de l'État, c'est de dialoguer avec ses concitoyens, premièrement. Et là, nous sommes dans un cadre d'attente légale qui devrait conduire le chef de l'État, sorti donc de l'examen par la Cour constitutionnelle du recours qu'elle examine actuellement, d'entreprendre un certain nombre de négociations. Et je crois qu'il faut s'en tenir à la déclaration faite par Ali Bongo Ondimba qui a dit « J'ai compris la situation du pays », en parlant donc de l'écart qu'il y avait entre lui et M. Jean Ping, qu'il pense qu'aujourd'hui, inévitablement, il faut faire en sorte que ce n'est pas tant un dialogue visant à des compromis politiques, c'est un dialogue dans l'esprit de M. Ali Bongo qui conduirait à ce que les institutions de la République qui ne répondent plus au format d'aujourd'hui puissent être revisées. Maintenant, cet examen, il est important que tous les acteurs politiques de notre pays participent au fin que, même ceux qui ne sont pas, je dois dire, légitimes aussi, parce que tout cela est important. On ne définit pas une république en fonction de l'humeur de quelques personnes, on définit une république en fonction de la légitimité. On voudrait bien constater que le fait d'avoir obtenu un suffrage électoral à la présidentielle important permet de penser que... Alors, M. Koulou, pour ne pas peut-être excuser de vous couper, mais nous allons peut-être reprendre 2 ou 3 petites questions avant de revenir sur cette émission. Alors, peut-être quelqu'un d'autre au bout du fil? Bonsoir, je suis M. Madouma, j'appelle depuis Washington. Ma question est la suivante. Jean Ping a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle, mais j'ai appris également que le pouvoir va aussi déposer son recours auprès de la Cour constitutionnelle. J'aimerais savoir comment ça va se passer, les 2 recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Je vous remercie, je salue tous les Gabonais également. Merci, nous vous saluons également. Je pense que la question a été assez audible. C'est peut-être revenir, essayer de répondre à ce téléspectateur. Bon, la Cour reçoit tous les recours, d'où qu'ils viennent, disons-le comme ça, d'où qu'ils viennent. Elle va les étudier froidement, sans passion,
en regardant les textes, on a quand même 9 juges constitutionnels assermentés, habilités à le faire. Comment ça va se terminer? Ça va se terminer à travers le rendu de la Cour constitutionnelle. On va laisser les professionnels du domaine faire leur travail. La saisine d'Ali Bongo va être étudiée. La saisine de M. Jean-Ping va être étudiée. Les 9 juges constitutionnels vont trancher et puis on aura le fin mot après le moment venu. Alors, une dernière question, peut-être. Une dernière question. Ce qui peut surprendre, c'est que Ali Bongo Ndimba ayant été déclaré pour l'instant vainqueur de l'élection, le fait qu'il porte un recours peut-être amener les citoyens gabonais à s'interroger. Mais il faut dire qu'on ne porte pas un recours uniquement parce qu'on est en tête ou non, parce qu'on est mal placé dans les résultats. Mais on peut porter un recours parce qu'un certain nombre d'actes visant à violer la loi ont été posés. D'ailleurs, les deux parties ont chacune des deux parties détient justement l'épreuve de ces contestations. Alors peut-être la dernière intervention téléphonique. Allô, bonjour, c'est monsieur Roy de Lalala. Bon, moi, ma question, c'est, je constatais que les journalistes occidentaux, dans leur traitement de la crise, on a l'impression qu'ils ont choisi leur camp. Donc, moi, ma question, est-ce que c'était le même sentiment qu'avaient nos journalistes sur le Gabon, que les journalistes occidentaux ont choisi le camp de Namping ou autre? C'était ça ma question, je vous remercie. Si je crois comprendre justement ce téléspectateur, selon lui, les médias internationaux semblent prendre parti pour Jean-Ping. Et aujourd'hui, sur le plan national, notamment vous les invités, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, il faut regarder la crise en termes de situation politique impliquant beaucoup d'acteurs. Et je crois que les médias occidentaux, notamment, nous sommes sur une chaîne internationale, Canal 7, mais écoutez, ce n'est pas la conscience, mais il faut tout de même dire de qui il s'agit, sinon il va y avoir des confusions, notamment France 24 et RFI. Mais il faut dire que ces médias, par moments, peuvent subir l'influence de quelques personnes dans la sphère politique française, qui, comme tout le monde le sait, ne considèrent pas les orientations économiques prises par Ali Bongo, visant donc à reconsidérer un certain nombre d'accords qui lient le Gabon à la France comme étant l'attitude que doit adopter un chef d'État. Bon, simplement parce que l'histoire de nos pays a prouvé que nos chefs d'État auraient dû ou devraient toujours être, comme on dit, des petits godillots qu'on guide au gré la volonté de mettre donc des colons. Lorsque M. Ali Bongo estime que le Gabon est un pays souverain et qu'il faut dorénavant se comporter comme un État souverain, donc jouir du potentiel minier, forestier et industriel de son pays, bon, ça ne plaît pas à quelques hommes politiques qui sont en France et dans d'autres pays européens. Donc ces hommes-là essayent au travers des médias internationaux de noircir l'image du président de la République. Et comme M. Bourgi et d'autres hommes politiques français sont rentrés dans la danse, il est évident qu'on ne peut pas espérer qu'ils feraient autre chose. Évidemment, ce qu'on va regretter, et c'est aux médias, aux journalistes nationaux qu'il faut pouvoir le dire, c'est qu'on voit bien que tout au long de la campagne électorale, M. Jean-Ping a accordé un intérêt pressant aux médias étrangers, au détriment des médias gabonais. Ce qui veut dire que non seulement sa démarche politique est orientée par une sorte de main noire, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de revenir sur cette question, mais également les éléments de langage utilisés sont conçus dans le seul but d'amener la société gabonaise à s'embrasser. Parce que ce qui est dit sur les médias internationaux, il n'est pas évident que les journalistes qui vivent au Gabon auraient adopté à quelque chose près la même attitude pour décrire la situation dans notre pays. Alors, très rapidement, Télésphore Obamgomo, en tant que journaliste, que répondez-vous justement à la question du téléspectateur tout à l'heure? Alors, le téléspectateur peut avoir raison lorsque nous disons certaines choses qui cadrent avec la réalité que nous vivons. Lorsqu'on nous parle de 100 morts, où sont ces 100 morts? Lorsque les médias occidentaux parlent de 100 morts, nous sommes comme au Gabon, où sont ces 100 morts? Lorsque les médias occidentaux refusent
de parler de l'ingérence où Alassane Ouattara a dû être limogé 2 de ses collaborateurs. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Nous, on veut quand même en parler, parce que c'est une réalité. Lorsque on dit que le QG de M. Ping a été bombardé, alors qu'ils étaient encore enfermés dans leur QG, il y a un certain nombre d'éléments où on voit bien la manipulation de l'opinion publique. Et nous refusons la manipulation publique parce que nous vivons au Gabon, nous voyons ce qui se passe au Gabon, il y a un contentieux devant la Cour constitutionnelle, laissons la Cour faire son travail, mais tout le temps, vous verrez, crise post-électorale au Gabon. Mais moi, j'aimerais savoir, dans d'autres pays, où on compte des morts par dizaines chaque jour, personne n'en parle. Mais au Gabon, il n'y a quasiment pas de morts aujourd'hui depuis quasiment une semaine et demie. Mais continuellement, on parle de la crise au Gabon comme si le Gabon était à feu et à sang. Avec, bien sûr, la cerise sur le gâteau, de fausses images prises dans d'autres pays où on découpe les gens, où on tue des gens et on attribue au Gabon. Vous avez des preuves, journaliste? Mais plus que des preuves. Plus que des preuves. Heureusement que l'informatique est la chose la plus accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir les bons logiciels pour le constater. Non, il y a une volonté manifeste de noircir l'image du pouvoir gabonais, mieux encore, de semer le trouble au sein de l'opinion publique. Parce que nous, du Gabon, voyant un certain nombre d'éléments, on se pose la question, mais enfin, Gabosep, qui est une chambre de pompes funèbres, comme Gassebga, etc., les 3 pompes funèbres principales du Gabon réunies font moins de 100 box. Mais d'où sortent ces 100 morts qu'on nous annonce au Gabon? Voilà, l'autre côté de la technique, quand on nous dit que nous sommes presque à la fin justement de cette émission, peut-être rapidement quelques conclusions pour l'un et l'autre? Alors, moi, ce que je peux dire... Oui, rapidement, je peux dire que laissant la Cour constitutionnelle faire son travail, appelant le peuple gabonais à dire « c'est notre pays ». Parmi tous les enfants qui ont été arrêtés, je n'ai pas entendu qu'il y avait l'enfant d'un acteur politique, quel que soit le bord. On n'a pas entendu que parmi les morts qu'on compte, avec regret d'ailleurs, on n'a pas entendu qu'il y avait l'enfant d'un acteur politique, quel que soit le bord. Donc, ayons le sens de la responsabilité. Nous devons, pas à pas, construire notre pays dans la stabilité. Que ceux qui ont perdu sachent qu'il y a les législatives. S'ils veulent faire vivre la première cohabitation dans notre pays, s'ils estiment qu'ils sont si légitimes que ça, mais c'est d'ailleurs l'occasion qui leur est donnée. On n'a pas quand même se focaliser sur l'élection présidentielle. M. Ping a assez dépensé beaucoup d'argent, M. Ping a assez donné beaucoup d'assurance à ses partenaires. Bon, sauf que pour l'instant, le plan de la violence ne prend pas parce que le Gabon n'est pas la Côte d'Ivoire. Pour la faire autant d'ingérence et pas un fait qu'on ne peut pas occulter, il faut laisser les Gabonais vivre en paix. Que ceux qui ont le sang de la violence, de la haine, du déterminisme, doivent aller le faire ailleurs, pas dans notre pays. Signalons également, tout de même, avant de nous séparer, qu'il y a une marche blanche qui a été initiée par le camp Ping pour rendre hommage ou pour se recueillir devant les victimes de cette élection présidentielle du 27 août 2016. Alors, votre mot de fin, M. Nkoulou? Je veux simplement insister sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le principe de la paix est devenu la culture politique du Gabon. C'est presque l'identité en termes de référence de ce que, depuis toujours, les situations difficiles ont fini par trouver des solutions autour d'un consensus politique responsable. La paix, beaucoup l'ont dit, est-ce qu'on mange la paix? Je crois que tous ont dû changer d'avis au cours des 3 derniers jours qui ont précédé donc la proclamation des élections au regard des difficultés qu'éprouvaient des familles. Et c'est important que l'on revienne sur cet élément. Vous savez, dans un pays, il n'y a pas que des hommes valides. Dans un pays, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des malades. Il y a autant de personnes qui aimeraient être dans un cadre de sérénité qui font en sorte que lorsqu'on donne le primat à des situations personnelles, à des revanches politiques ou à des revanches personnelles à prendre sur d'autres individus, on a tendance à condamner ceux qui ne peuvent pas, de par des positions qu'elles occupent, donc ces personnes occupent, à revendiquer le droit d'être en paix. Et je pense que les Gabonais aujourd'hui demandent à être en paix. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. C'est Sans Tabou. Le thème de ce soir était axé sur la bataille verbale. Se poursuit. Pour ce soir, nous avions 2 invités. Télésphore Obamgomo, directeur de publication du journal Le Verbe
de Ngomo, et Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire. Fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. Merci également aux contributions, notamment à ceux qui ont appelé. Désormais, vous avez cette possibilité d'appeler à cette émission. C'est sans tabou et c'est vraiment sans tabou. Au revoir et bonne soirée sur les programmes de Canal 7.